Ok, les conséquences de l'utilisation de l'IA. Ça y est, on arrive sur quelque chose de concret. C'est une vidéo que je suis content de faire. On va parler de choses concrètes. Les conséquences, point d'interrogation. Parce que, comme je vous expliquais, on fait des hypothèses, on fait des suppositions. C'est ça la science. C'est pas affirmer des choses en étant sûr de soi absolument tout le temps. D'abord faire des hypothèses et se tromper et avancer. Donc, premier type de conséquence d'un point de vue technique. Quand vous utilisez l'IA, l'outil d'IA génératif comme ChatGPT vous permet d'être plus rapide, d'être plus précis et, en troisième, de prendre davantage de quantité d'informations en même temps. Voilà, je reviendrai dans d'autres vidéos sur ces avantages-là, mais voilà, c'est assez clair. Pas besoin d'en parler pendant des heures. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous comprenez exactement de quoi je parle et ce que j'ai envie de dire. Ensuite, conséquences d'un point de vue biologique. Donc, c'est encore une fois des théories, rien de sûr. Je mets des points d'interrogation, je préfère le préciser. Certaines études sont sorties et elles expliquent une chose intéressante. Elles expliquent en psychologie cognitive, pour les théories de psychologie cognitive, qu'il y a une influence de l'utilisation de ces outils, éventuellement, sur notre charge cognitive. Notamment quand on apprend des nouvelles choses, quand on est dans une tâche d'apprentissage. Donc la théorie de la charge cognitive, cognitive load en anglais, il y a trois... Je vais l'introduire rapidement dans cette vidéo. Il y a trois types de charge cognitive. La charge cognitive intrinsèque, c'est celle qui va faire que quand vous allez aborder un sujet, vous allez faire une tâche par rapport à ce sujet, vos connaissances antérieures vont avoir un énorme impact sur la charge cognitive pendant la tâche. Si vous faites par exemple une tâche de résolution d'un problème de maths, si vous êtes un expert qui a étudié les maths pendant 10 ans, votre charge cognitive ne sera pas la même que si vous êtes un total débutant, novice en maths. Ça, c'est la charge cognitive intrinsèque. Charge cognitive extrinsèque, ça va être la manière dont les informations durant une épreuve de test vont être présentées. Si les informations sont redondantes, si vous devez aller chercher des informations distanciées sur un document. Quand vous lisez un texte, par exemple, vous avez besoin d'utiliser la charge cognitive extrinsèque. Quand vous avez un mot qui est une information en début de page et que vous avez besoin de nécessiter cette information pour un contexte d'une phrase qui est en fin de page, pour comprendre le contenu du document, vous avez besoin vous avez une charge cognitive extrinsèque qui va s'activer. Et enfin, la charge cognitive essentielle, qui est, elle, comme son nom l'indique, essentielle pour la mémorisation à long terme de ce que vous apprenez. L'idée, en fait, avec la charge cognitive essentielle, c'est de créer des schémas mentaux pour structurer cognitivement les nouveaux contenus que vous apprenez. Et donc, tout ça pour dire, l'utilisation des outils d'IA générative aurait, en théorie, donc c'est des hypothèses qui sont amenées, une influence sur cette charge cognitive. Et en particulier dans le domaine de l'apprentissage. C'est quelque chose que je vais étudier, je vais essayer d'en parler davantage dans les prochaines vidéos. D'un point de vue psychologique, quelle est l'influence de l'utilisation de plein d'outils d'IA aujourd'hui? Et je rajouterai là-dedans également les technologies numériques en général, finalement. Tous les outils en général.
c'est la question de la science et à quel point les arguments scientifiques font figure d'autorité aujourd'hui, à quel point lorsqu'on utilise des mots savants, des mots scientifiques, ils ont tout de suite une valeur qui semble donner toutes les réponses qu'on attend à une situation. C'est finalement à quel point la science est devenue une véritable religion, en tout cas l'idée qu'on se fait de la science aujourd'hui. Mais pourquoi c'est devenu une certaine religion? Parce qu'on la confond avec d'autres phénomènes qui ne sont pas exactement spécifiques à la science. C'est ce dont je parlais dans la vidéo précédente, où je parlais des différents concepts qui sont associés à la science, mais qui n'en font pas partie exclusivement, et qui permettent d'influencer, qu'on utilise pour influencer les gens. Ingénierie, les machines. Parce que on utilise, je vais prendre un exemple, un IRM cérébral, et qu'on affiche des images de cerveau, alors on est un grand scientifique et donc on a forcément une autorité établie. Alors on fait forcément de la science. La science, c'est réfléchir à des hypothèses, mettre des hypothèses en place. Et c'est comprendre des lois générales sur le monde, des causes. Et pour ça, on peut être amené à utiliser de l'ingénierie, des machines. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise de l'ingénierie et des machines, on fait de la science. Et ça ne veut pas dire qu'on fait de la bonne science non plus. Parce qu'on utilise pas parce qu'on utilise forcément un IRM cérébral ou un microscope ou ne serait-ce n'importe quel appareil d'ingénierie impressionnant qu'on fait forcément de la science. Mais pour autant, on va avoir le sentiment, parce que c'est impressionnant, que c'est de la science, et donc c'est impressionnant, et que ça fait preuve d'autorité. L'histoire, je ne vais pas revenir sur la vidéo, sur tous les éléments, mais vous pouvez retrouver dans la précédente vidéo pourquoi les raisonnements chronologiques sont souvent confondus avec les raisonnements logiques de la science. Le jugement, pareil, pourquoi la posture d'évaluation, évaluative, est souvent confondue avec la science, alors qu'elle n'est pas spécifique seulement à l'activité de la connaissance scientifique. Et la quatrième conséquence de l'utilisation de l'IA générative au niveau sociologique, plus d'informations, plus de quantité d'informations ne veut pas dire forcément plus de qualité d'informations. C'est une hypothèse encore, mais qui s'est révélée confirmée avec les réseaux sociaux en 2017, avec les Macron Leaks, lors de l'entre-deux tours des présidentielles. C'est un sujet qui a été mis en avant dans un livre que je suis en train de lire, qui s'appelle le livre Toxic Data de David Chavalarias, qui a mis en évidence que un certain nombre de personnes pouvaient facilement mettre en place une stratégie d'influence des opinions sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et donc, avec les IA génératives, il y a encore plus de quantité d'informations qui est émise, générée, encore plus, et cette fois de manière automatique par des IA, des bots. Ça ne veut pas dire pour autant que la qualité de l'information s'améliore avec. C'est pas corrélé. Donc, l'hypothèse que je vais mettre ici en place et que je vais essayer d'élaborer dans les prochaines vidéos, c'est une dégradation du journalisme. Qu'est-ce que j'entends par là? L'accès à une information sur Internet ou générée notamment par une IA, son contexte est dégradé, on a moins d'informations sur la date à laquelle cette information a été publiée, inventée, créée, on n'a pas d'informations sur son émetteur, on n'a pas de travail de croisement de sources. Bref, tout le travail journalistique que l'on pouvait faire, qu'on nous apprend à faire pour développer notre esprit critique, ne sera pas réalisé forcément, et pas encouragé du tout même avec les IA génératives. C'est une hypothèse, comme l'ensemble des 4 qui sont ici.
J'espère que ça vous a plu. Je vais détailler, étayer tout ça dans les prochains contenus, mais c'était d'abord l'objectif ici de vous présenter une vue d'ensemble, une vue globale des conséquences d'utiliser les IA génératives.